Le président de la République, Alassane Ouattara, est à Malte depuis mercredi au sommet sur l'immigration. En marge de la rencontre, il a échangé avec des personnalités européennes. Les entretiens ont porté sur le développement, la coopération et la question des migrants. La Côte d'Ivoire est élue au Conseil exécutif de l'UNESCO, information donnée lors de la conférence générale de la 38e session de l'UNESCO qui se tient à Paris. La ministre Kandia Camara a présenté le projet école obligatoire. 20 blessés, dont 4 cas graves, c'est le bilan de l'accident de circulation survenu ce matin au niveau du carrefour de la Riviera de Cocody. À l'origine, une collision entre un camion et un minicar. Le pays, c'est-à-dire le Liban, observe une journée de deuil national après le double attentat suicide survenu hier dans le sud de Beyrouth. Le bilan est lourd, au moins 43 morts et près de 250 blessés. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h sur RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, est à Malte depuis un mercredi où il prend part au sommet sur l'immigration. À marge de ce sommet, il a eu une série de rencontres, notamment avec des personnalités européennes. Les échanges ont porté sur le développement, la coopération et bien sûr la question des migrants. Viviane Aïmé est notre envoyée spéciale à Malte. Le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, a marqué sa participation au sommet de la Valette par plusieurs rencontres avec des dirigeants européens, notamment le commissaire européen à la coopération internationale et au développement, Neven Mimica, également avec le président de la Commission de l'Union européenne, Jean-Claude Juncker. Entretien aussi avec le Premier ministre du Luxembourg, Xavier Bettel, avec le Premier ministre du Royaume de Belgique, Charles Michel, avec le Premier ministre du Royaume de Suède, Stefan Löfven, et avec le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, Michael Jean. Au total, 8 personnalités européennes de haut rang, avec lesquelles le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, a abordé des questions relatives au développement, à la coopération et la question de la migration, et qui ont considéré avec grande attention les avis du chef de l'État ivoirien. Au terme des travaux de ce sommet qui a pris fin jeudi en fin de matinée, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est félicité et des acquis obtenus. Nous avons au niveau des pays d'accueil développé des mesures qui permettront de protéger nos frères africains. Le volet complémentaire de tout cela, c'est le financement, un financement d'1,8 milliard de dollars pour que certains projets puissent être développés dans les pays d'origine et les pays de transit. Cela permettra de fixer les populations. Mais la question de la migration est une question d'actualité, mais c'est une question ancienne qui date de plusieurs siècles. Voyez-vous, l'Afrique a connu la migration des Européens avant la colonisation. Les Européens s'y sont installés. L'Amérique a connu la migration des Européens il y a des siècles. Mais c'est avec le temps que ces questions doivent se trouver une solution. Il faut éviter toute stigmatisation. Il faut faire en sorte que chaque continent, à son tour, puisse contribuer au développement des autres continents et de l'ensemble de la planète. Le chef de l'État ivoirien devait regagner Nice en début d'après-midi. Voilà, vous vous souvenez qu'à ce sommet de Malte, l'Union européenne a lancé un fonds de plus de 1000 milliards de francs CFA pour aider les pays africains à freiner les départs des populations vers l'Europe. La nouvelle est tombée hier. La Côte d'Ivoire est élue au Conseil exécutif de l'UNESCO. Information donnée lors de la conférence générale de la 38e session de l'UNESCO qui se tient à Paris. Et la ministre ivoirienne de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique prend part aux assises. Kandia Camara a par ailleurs présenté à l'Assemblée le projet de l'école obligatoire et plaidé pour la sauvegarde des patrimoines culturels, notamment en Côte d'Ivoire. Les explications d'Herman Niamien. C'est le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique qui fait entendre la voix de la Côte d'Ivoire à la 38e session de la conférence générale de l'UNESCO. Cette session qui se tient du 3 au 18 novembre prochain à Paris, la capitale française, a réuni tous les pays membres de l'Organisation des Nations Unies.
C'est devant un parterre de personnalités que Kandia Camara a exposé sur le projet d'école obligatoire initié par le gouvernement ivoirien. J'ai annoncé solennellement que depuis le mois de septembre, l'école est obligatoire en Côte d'Ivoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans. Nous avons aussi exprimé notre inquiétude concernant les effets du changement climatique et nous nous réjouissons du fait que dans quelques jours, une importante rencontre va se tenir ici même à Paris. Kandia Camara a aussi plaidé pour que l'école régionale post-universitaire d'aménagement et de gestion intégrée des forêts et territoires tropicaux, qui sera installée à Kinshasa en République démocratique du Congo, ait une succursale à Abidjan au profit de la région ouest africaine. Un acquis de la participation du ministre Kandia Camara à cette 38e session de la conférence générale de l'UNESCO a été l'élection de la Côte d'Ivoire au conseil exécutif de l'agence onusienne avec 101 voix sur 165 environ. Le challenge était de taille car il n'y avait que 2 places pour les pays de la sous-région. Et la Côte d'Ivoire avait pour adversaire des pays comme le Nigeria, le Sénégal, le Ghana et le Niger. 20 blessés, dont 4 cas graves. C'est le bilan de l'accident de circulation survenu ce matin au niveau du carrefour de la Riviera 2 à Cocody. C'est ici en Côte d'Ivoire. Et à l'origine de cet accident, une collision entre un camion et un minicar communément appelé Gbaka. Le témoignage est signé Baraki Sabamba et Moussa Konaté. Échangeur de la Riviera 2, un minicar en épave pratiquement coupé en deux. Il est 10h30 ce matin quand voulant faire un dépassement, le véhicule est heurté par un camion Ben. Scène insoutenable. Aucune perte en vie humaine, mais 20 blessés graves, dont des enfants. On a vu un bus garé de la Sotra qui était en panne. Et que du coup, on a vu un Gbaga et puis un gros camion qui venait. Le chauffeur du Gbaga a remarqué que le bus était en panne. Il voulait passer devant le gros camion. En voulant dévier le bus, le gros camion l'a percuté. Aussitôt contacté par la patrouille de gendarmerie sur place, la police et le groupement des sapeurs-pompiers militaires arrivent sur les lieux pour évacuer les blessés. La première équipe qui est arrivée, un engin d'incendie, une ambulance, a constaté que c'était un carambolage qui impliquait un autobus de la Sotra, un camion Ben et un camion de transport communal appelé Gbaka. Donc dans un premier temps, ils ont pris les premières mesures pour sécuriser la zone et puis voir quels étaient les blessés, faire les bilans pour voir comment ça se passait. Encore un cas d'indiscipline au volant. Le commandant Boni Nemba interpelle les usagers de la route. Vous avez vu, ce n'est pas un beau spectacle. Il faut faire attention ensuite aux heures de pointe, aller prudemment en agglomération. Les vitesses sont connues par les conducteurs. Il faut respecter les priorités pour éviter de tels accidents. Autre facteur de l'accident, ce bus en panne, stationné selon des témoins depuis la veille. Tous les blessés ont été évacués vers les centres hospitaliers de Trècheville et de Yopougon pour une prise en charge immédiate. La lumière sera faite, promet le gouvernement qui vient d'exprimer son soutien à la famille de Dame Yawa Noun-Nadej, épouse Oyo, décédée à l'accouchement à la PMI de Makori. La famille de la victime a reçu aujourd'hui la visite de la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Makori Sikoji, quartier Conan Raphaël. Il est 17h ce jeudi au domicile de la défunte Yawa Noun-Nadej, décédée en couche dans la nuit du dimanche au lundi 9 novembre. Décès qui a suscité le mécontentement de la population à l'hôpital général de Makori. Informé de ce drame, le ministre de la Solidarité, de la Famille et de l'Enfant, Anne-Désiré Ouloto, accompagné de ses collaborateurs et d'une délégation du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, ont rendu visite à la famille éplorée en vue de lui apporter le soutien du gouvernement. Une maman qui se retrouve dans notre centre de santé et qui part dans ces conditions, on s'interroge. En l'absence donc de ma collègue de la santé et en ma qualité de ministre en charge de la solidarité et ministre en charge également de la femme et de la famille, de l'enfant, je suis venu donc au nom du gouvernement apporter la compassion du gouvernement et du président de la République à cette famille. Anissé Kouman, représentant de la famille, a exprimé sa gratitude à la délégation gouvernementale pour cette visite de réconfort. Nous sommes vraiment touchés par cette manifestation de solidarité et la spontanéité avec laquelle
le gouvernement, à travers le ministre, s'est déplacé pour venir nous soutenir. Compatissant à cette douleur, le ministre de la Solidarité, de la Famille et de l'Enfant a remis à la famille, au nom du gouvernement, la somme de 1 million de francs CFA pour contribuer à l'organisation des obsèques. Elle a aussi mis sa présence à profit pour inviter les jeunes au calme et à la dignité dans la douleur. Voilà, vous avez vu la famille de Dame Yawanou Nadej, épouse Ojo décédée à l'accouchement à l'hôpital général de Makori, a donc reçu la visite de la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne Désiré Ouloto. Comment mettre fin à la prolifération des structures sanitaires privées informelles? Les acteurs de la santé en Côte d'Ivoire comptent se réunir en décembre du 9 au 11 à Grand-Bassam pour en débattre. Et c'est le premier congrès régional sur le développement de l'hospitalisation privée en Afrique. Les participants veulent apporter une réponse aux maux qui minent le secteur privé de la santé en Côte d'Ivoire. Fidèle Aigné, Grâce Kando. Les cliniques privées de Côte d'Ivoire souffrent de plusieurs maux. Absence d'un cadre institutionnel et réglementaire approprié, prolifération de structures sanitaires privées informelles, déficit de contrôle et de suivi des différents acteurs. Pour trouver des solutions à ces préoccupations, l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire, ALPCI, organise un congrès régional sur le développement de l'hospitalisation privée en Côte d'Ivoire du 9 au 11 décembre prochain à Grand-Bassam. Nous nous sommes rendus compte que les problèmes étaient aujourd'hui les mêmes dans les autres pays. Et nous avons la conviction qu'en nous mettant ensemble avec nos autres organisations des autres pays, nous pouvons plus facilement obtenir des résultats dans chacun des pays où se déroule donc ce problème de santé. Plusieurs sujets seront abordés au cours de cette rencontre. Pour nous, en priorité, il faut parler sur les tests réglementaires et législatifs qui encadrent donc l'exercice dans les différents pays de la santé. Il faut travailler sur la couverture maladie universelle dans ces pays-là, sur les dispositions mises en place pour faciliter donc l'accès au financement, pour pouvoir permettre d'avoir des équipements de qualité dans les meilleures conditions possibles. Nous allons travailler sur toutes ces questions-là. Plus de 20 pays seront représentés à ce congrès et selon le président de la LPCI, 70% des cliniques privées en Côte d'Ivoire exercent dans l'illégalité. La journée mondiale de lutte contre le diabète sera célébrée demain samedi 14 novembre et cette journée, initiée par la Fédération internationale du diabète en 2011, vise à réduire les facteurs de risque de la maladie. Plus de 380 millions de personnes sont atteintes dans le monde. En Côte d'Ivoire, on enregistre 1500 nouveaux cas chaque année. Voyons les causes de cette maladie avec nos reporters Estelle Brou et Ami Sissoko. De 300 cas par an dans les années 80, le nombre de diabétiques en Côte d'Ivoire est aujourd'hui multiplié par 5. En 2014, ce sont 1500 nouveaux cas qui ont été enregistrés selon le centre antidiabétique d'Abidjan. Le diabète peut endommager le cœur, les vaisseaux sanguins, les yeux, les reins et entraîner une mort prématurée. L'insuffisance ou le manque d'insuline dans l'organisme est à l'origine de la maladie. L'insuline est une hormone qui est produite par l'organisme. Mais pour simplifier, l'hormone, c'est un liquide que chaque personne produit lorsqu'il mange. Parce que lorsqu'on mange la banane, le riz, la tchéké, l'organisme ne le prend pas sous la forme de banane ou de tchéké, l'organisme le prend sous la forme de sucre. Et ce sucre-là est transporté par ce liquide-là, qu'on appelle l'insuline, pour aller être utilisé par votre cœur, par votre rein, par vos yeux. Si vous n'avez pas d'insuline, vous ne pouvez pas vivre. C'est donc le diabète. Un ensemble de facteurs favorise le diabète. Ils sont génétiques ou environnementaux. Les causes liées au diabète, il y a la sédentarité, ça c'est vraiment la première des choses. Le fait de ne pas pratiquer une activité physique. Ensuite, il y a l'obésité. Certains médicaments peuvent entraîner le diabète, tels que les corticoïdes qui sont utilisés par nos femmes pour se faire belles. On mange beaucoup gras, on mange beaucoup sucré. On reconnaît le diabète à travers les symptômes suivants. Le patient va pisser beaucoup, boire beaucoup d'eau. Paradoxalement, il va maigrir puisqu'il va manger beaucoup, mais il va maigrir. Vous avez cet enfant qui va se plaindre d'être un peu fatigué, de pisser beaucoup, mais on ne fait pas attention parce qu'on dit que l'enfant il pisse au lit, alors qu'il est en train de développer
un diabète. Pour une santé meilleure et surtout pour éviter les complications du diabète, le respect des prescriptions et le régime alimentaire s'imposent. Enfants, adultes, tout le monde peut être touché par le diabète. Pour savoir si l'on est malade ou pas, il faut se faire dépister. Tout dépisté positif au diabète est pris en charge par les structures spécialisées. Tous les sites contaminés par les déchets toxiques sont désormais dépollués. L'information a été donnée le vendredi dernier par le ministre de l'Environnement. Le ministre Ala Kouadio Remi s'est même rendu à Djibi Village, l'un des 3 derniers sites dépollués. Et quelques jours après cette annonce, nos reporters se sont rendus sur le terrain pour constater. Il s'agit de Guillaume Zéré et Serge Koléa. Pour ce qui est la pollution faite par le déversement des déchets toxiques du Promo Kuala, c'est terminé, le problème a été résolu du point de vue écologique. Le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable annonçait la décontamination totale des sites dans les P1, dans les P2 et de Djibi Village. Comme les autres sites, Djibi Village a durement souffert des effets néfastes des déchets toxiques déversés en ces lieux il y a 9 ans. Aujourd'hui, le douloureux chapitre des déchets toxiques semble se refermer. La vie a repris son cours totalement. Vous allez tout autour de déchets toxiques, même au-delà, les gens ont bâti des maisons. Et les gens habitent là. Une situation rendue possible grâce aux efforts conjugués de l'État de Côte d'Ivoire, d'experts locaux et occidentaux. L'intervention de Biogénie a consisté à trier les matériaux, donc à excaver l'intégralité des sols qui étaient pollués, qui étaient présents sur ces parcelles, à ségréguer en fait les sols sains des sols pollués, puis à traiter les sols pollués par une technologie que l'on appelle le biotertre dynamique, qui consiste à mettre en place les conditions optimales de reproduction des bactéries qui sont naturellement présentes dans les sols. Tout un travail qui a pu ramener la confiance dans ce village, jadis traumatisé. L'eau n'a pas été contaminée, puisque depuis lors, on continue de boire l'eau. Moi-même, j'avais fini par délocaliser mes cultures de manioc et tout ça. J'allais très loin de là, avec à l'esprit que mes tubercules pouvaient être contaminés et nous contaminer nous-mêmes. Mais aujourd'hui, les plantations sont revenues à leur place. Comme l'attestent ces propos des populations, l'atmosphère à Djibi Village s'est considérablement améliorée. Mais n'empêche qu'ici, il est difficile de passer sous silence les séquelles des déchets toxiques. À chaque fois, on sent qu'on a toujours des palpitations, des bouillonnements de ventre, les maux de tête, les migraines. D'où est-ce que cela provient? Même actuellement, on a un problème de maux de tête. Quand tu vas à l'hôpital, on te dit kyste, on te dit ceci, on te dit cela. La responsable du centre de santé du village n'a pas confirmé ces affirmations. En 11 mois de présence à Djibi Village, nous révèle-t-elle hors micro, elle n'a été confrontée à aucun cas de maladie liée aux déchets toxiques. Aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, c'est que Djibi Village renaît après la désintoxication de ces terres. La zone côtière bénéficie d'une attention particulière de la part du ministre de l'Environnement et de ses partenaires. Un don de matériel informatique a été fait aujourd'hui pour renforcer la plateforme de partage de données et d'informations environnementales. Coût de ce don, 42 millions de francs CFA. Un lot d'équipements informatiques composé d'ordinateurs de bureau, d'ordinateurs portables, de serveurs et de disques durs externes d'une valeur de 42 millions de francs CFA. Un don du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable à la plateforme de partage de données et d'informations environnementales. Un geste qui a bénéficié de l'appui du Fonds pour l'environnement mondial et du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Il vise à renforcer les outils de veille environnementale et de prise de décision, notamment le système d'information environnementale de la zone côtière des structures bénéficiaires. Nous sommes un centre qui utilisons énormément d'images. Et ce matériel, par exemple, je viens d'avoir, entre autres, un disque dur externe de 2 Tera qui me permet quand même, en tout cas, de stocker le maximum de données. Et ça nous permet, avec les ordinateurs qu'on va avoir, d'avoir une station qui sera dédiée spécifiquement, en tout cas, aux problèmes liés à l'environnement. Pour le représentant du ministre en charge de l'environnement, ces initiatives permettront à la Côte d'Ivoire de disposer d'outils de planification stratégique pour le développement de la zone côtière. J'ai bon espoir que ces équipements seront utilisés à bon escient
pour faciliter le partage de données et d'informations environnementales. C'est un projet important et qui vient s'inscrire dans une politique ambitieuse de la Côte d'Ivoire sur la gestion de ses terres, de ses forêts, de son littoral, dans un contexte d'urbanisation rapide. Plus de 50% de la population en Côte d'Ivoire vit en zone côtière et plus de 40% d'entre elles tirent leurs moyens de subsistance de l'espace côtier. Le réchauffement climatique inquiète le monde. Le 30 novembre prochain s'ouvrira à Paris, en France, un grand rendez-vous international sur le climat pour poser les questions essentielles que soulèvent les changements climatiques. Mais ces changements n'ont pas que des revers. En Angleterre, au sud de l'Europe, ils permettent de produire du bon vin. Les viticulteurs anglais voient en cela une opportunité de produire davantage de vin de meilleure qualité. Le récit de Gabriel Zani. L'effondrement des glaces polaires, les épisodes d'inondation et de fortes chaleurs illustrent bien le réchauffement de la Terre. Le monde s'inquiète de ces changements climatiques. Le 30 novembre prochain, il espère aboutir à un nouvel accord international sur le climat. Cependant, ces modifications, à contrario, seraient bénéfiques pour les viticulteurs anglais. De manière générale, pour la viticulture, le changement climatique crée des problèmes pour la production de vin, surtout dans les endroits chauds, qui deviennent plus chauds et secs, parce qu'il faut modifier l'irrigation, penser à de nouvelles variétés. Ça devient très compliqué. La seule bonne nouvelle, c'est que les pays comme le Royaume-Uni en tirent des bénéfices. Des bénéfices pour un pays qui, il y a 30 ans, ne figurait même pas sur la carte des pays viticoles. En quelque temps seulement, l'Angleterre est passée de quelques vignobles à plus de 600. Le réchauffement climatique se traduit en Angleterre par une augmentation des températures moyennes durant l'été et à l'automne, ce qui est plutôt bien pour faire mûrir les raisins. La production de vin dépend énormément du climat. La terre est importante, mais le climat d'autant plus. Et ce que nous essayons de faire, c'est de produire du vin dans des conditions où il fait assez chaud pour que les raisins mûrissent. Mais il faut que ce soit assez frais pour garder la fraîcheur. La complexité est pour produire des vins élégants. Cette évolution du climat associée à un sol calcaire, selon les chercheurs, a largement bénéficié au vin effervescent anglais, qui représentait les 2/3 des plus de 6 millions de bouteilles produites en 2014 par le pays. Le réchauffement climatique représente une opportunité pour les vins anglais, mais les avantages de ces changements climatiques sont très limités. C'est pourquoi tous les pays du monde, y compris l'Angleterre, espèrent aboutir à un nouvel accord fort sur le climat au terme de la COP21, la conférence des parties à Paris, qui aura lieu le 30 novembre prochain. Ici, en Côte d'Ivoire, un nouveau pont relie désormais les quartiers Lièvre Rouge et Cité Verte. Voyons cela avec notre reporter Mamadou Kwasi. Fin des calvaires pour les populations du quartier Lièvre Rouge de Yopougon. Pendant des années, ces populations ont fait de grands détours pour accéder à leur domicile. Car le pont de fortune qui reliait le quartier Lièvre Rouge à la Cité Verte, toujours dans la commune de Yopougon, s'était effondré. Ces situations avaient favorisé de nombreux désagréments. Avant, quand c'est comme ça, là, on s'en te déposer à la Cité Verte. Tu es obligé de marcher. Même quand tu dis Lièvre Rouge, là, les gens ne sont pas contents. Tu es obligé de prendre l'autre voiture pour descendre et puis supporter les bagages sur la tête. Avant, ici était de la catastrophe. Les gens versaient des poubelles là. Tout ici était gâté. Aujourd'hui, cette situation constitue un vif souvenir pour les riverains, car ils disposent depuis quelques jours d'un pont moderne permettant la circulation des engins et des piétons. Un véritable soulagement pour les populations. Vous ne pouvez pas comprendre combien de fois la population est contente, parce qu'en fait ce pont était vraiment une intersection qui servait deux quartiers. Donc les gens étaient donc obligés de faire le tour pour pouvoir arriver dans ce quartier-là. Et les établissements se trouvaient de l'autre côté de la rive. Les gens n'y allaient pas pratiquement. Aujourd'hui, tout le monde est content. En attendant l'ouverture officielle de cet ouvrage, les riverains, eux, circulent avec joie sur ce pont réalisé en 4 mois. En plus de l'eau, des travaux de terrassement du grand caniveau séparant les deux quartiers sont en cours. Des travaux réalisés dans le cadre du projet de revêtement de la voirie d'Abidjan. Une initiative du gouvernement ivoirien soutenue par l'Agence française de développement et exécutée par le PRICI, projet d'urgence et de renaissance des infrastructures en Côte d'Ivoire.
L'ONG Femmes Battantes a mis à la disposition de 50 femmes veuves des fonds d'une valeur de plus de 5 millions de francs CFA grâce à l'appui du Fonds national de lutte contre le sida. Objectif, permettre à ces femmes de se prendre en charge à travers la création d'activités génératrices de revenus. Patrick Kassamoa, Herman Niamien. L'ONG Femmes Battantes veut permettre aux femmes d'être autonomes. Elle vient d'octroyer un fonds d'une valeur de 5 500 000 francs CFA à 50 femmes. La cérémonie de remise de ces fonds aux femmes venues d'Abobo et de Sikensi s'est déroulée le mercredi dernier. Il s'agit à travers ce geste d'aider les femmes à mener des activités génératrices de revenus afin de leur permettre de faire face à la pauvreté. Nous sommes très émus parce qu'à travers ce don-là, nous allons pouvoir nous motiver à travailler et encourager aussi nos amis à se motiver comme nous. Ce fonds-là, nous comptions faire au moins un champ de manioc. Ça fait 15 ans que je cours sur ces fonds-là. Les femmes de 15 ans à 50 ans se donnent facilement aux gens. Elles disent que parce qu'elles n'ont pas de moyens. L'initiative de l'ONG Femmes Battantes a été possible grâce à l'appui du Fonds national de lutte contre le sida FNLS. Chaque année, nous finançons des projets de lutte contre le sida. Donc cette année, l'ONG Femmes Battantes a bénéficié d'une subvention à l'endroit des femmes vulnérables du fait du VIH-Sida. Dans ce projet aussi, on a des mini-AGR qu'on octroie aux femmes pour qu'elles soient autonomes. L'ONG Femmes Battantes est une organisation qui compte 3000 membres. Elle a déjà financé les activités de plusieurs autres femmes vulnérables et entend étendre ses actions aux autres localités du pays. Les forces françaises en Côte d'Ivoire ont commémoré mercredi dernier le jour de l'armistice en 1918 et l'hommage à tous les morts pour la France, une commémoration qui marque la fin des combats de la Première Guerre mondiale et la défaite de l'Allemagne. C'était au camp des forces françaises en Côte d'Ivoire. Et c'est l'émotion au Liban. Le pays observe une journée de deuil national après le double attentat suicide survenu hier dans le sud de Beyrouth. Le bilan est lourd, au moins 43 morts et près de 250 blessés. L'attaque a été revendiquée par le groupe État islamique. Journée de deuil national ce vendredi à Beyrouth au Liban. Un deuil à la mémoire des 43 morts du double attentat perpétré à la bombe dans un quartier du sud de Beyrouth le 12 novembre. C'est le pire attentat qu'a connu le pays depuis 25 ans. Selon la police libanaise, 2 hommes ont fait détonner leur ceinture explosive dans une rue du quartier de Bourrage El Barajné, un lieu très fréquenté dans le fief du Hezbollah. D'après les premiers éléments de l'enquête, les 2 attaques ont été commises simultanément. L'organisation djihadiste État islamique a revendiqué les attentats qui sont intervenus 2 jours après que l'armée syrienne, avec le soutien du Hezbollah et des combattants iraniens, a remporté sa première victoire significative. Cette coalition a notamment repris l'aéroport de Kieres à l'est de la ville d'Alep, un aéroport pris en otage par l'État islamique depuis près de 2 ans. Voilà, c'était un récit de Gabriel Zani. La victoire a été annoncée depuis quelques jours. C'est maintenant confirmé par la commission électorale. Le parti de l'opposante Aung San Suu Kyi a remporté les élections législatives en Birmanie. La Ligue nationale pour la démocratie dispose même de la majorité absolue dans les 2 chambres nationales. On en sait plus avec Sylvie Touré. C'est la minorité la plus persécutée au monde selon l'ONU. Mais pire encore, elle est l'objet d'un génocide en cours, s'inquiètent plusieurs organisations de défense des droits de l'homme. En Birmanie, les violences se multiplient à l'encontre des Rohingyas. Villages incendiés, population massacrée, droits bafoués, les Rohingyas sont dans le viseur des bouddhistes depuis des décennies. À la tête du mouvement 969, fer de lance de la guerre aux Rohingyas, est moine bouddhiste, Ashin Viratu. S'ils sont trop nombreux, ils deviendront comme l'État islamique. C'est pour cela que je dois protéger ce pays. Du côté du gouvernement, ils ont pris la bonne décision. Ils n'utilisent plus le mot Rohingya. Ils disent que ce sont des immigrants illégaux. Des immigrants illégaux, pas si sûrs, plutôt des apatrides. Selon les historiens, les Rohingyas partagent avec les Rakhines la région de l'Arakan à l'ouest de la Birmanie depuis toujours.
Il se serait converti à l'islam au 8e siècle et après plusieurs affrontements avec les bouddhistes, les autorités birmanes ont décidé de leur arracher la nationalité en 1982. Même si Aung San Suu Kyi a évité le sujet pendant sa campagne, tous s'accordent pour dire que c'est l'un des dossiers chauds sur lesquels est attendue la dame de Rangoon, égérie de la démocratie en Asie, prix Nobel de la paix en 1991, dont le parti a remporté les législatives. Voilà, c'était un récit de Sylvie Touré. On l'a vu, la discrimination des Rohingyas est donc l'un des dossiers chauds pour Aung San Suu Kyi. En sport football, la Côte d'Ivoire a battu aujourd'hui le Libéria 1-0 en match aller comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Les deux équipes se sont affrontées à Monrovia, capitale libérienne, et la prochaine rencontre aura lieu le 18 novembre. Et à présent, on rappelle que la journée nationale de la paix sera célébrée le dimanche 15 novembre prochain, donc à Dzopé. Et pour cela, le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle communique le dimanche 15 novembre 2015, journée nationale de la paix déclarée jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Je rappelle, la célébration de la journée nationale de la paix aura lieu donc à Dzopé. Fin de ce journal. Merci à vous tous de votre aimable attention.